Ours valeureux. Alors pour commencer, contrairement à mon habitude, j'ai rédigé un petit quelque chose parce que c'est pas tous les jours que je me présente et que je m'exprime devant un parterre de gens qui ont plus de diplômes que moi et que je sors, comme on l'a dit, de ma zone de confort. Donc j'ai préféré préparer quelque chose. D'abord, je voudrais remercier M. Boris Bernabé, professeur et doyen de la faculté Jean Monnet, pour m'avoir invité à parrainer cette soirée, et puis Mme la vice-doyenne pour avoir présenté mon dernier roman. Je ne me savais pas si intelligent. Bon, tant mieux. Comme je l'ai dit, ce n'est pas tous les jours que je retourne à l'université. Mes études, personnellement, ont été assez peu glorieuses, mais franchement, ce n'est pas le sujet. La dernière fois où je l'ai fait, je m'en souviens fort bien, c'était à Oxford en 2017. C'est un grand souvenir parce qu'à cette occasion, j'ai pu dormir à l'Exeter College, celui-là même où J.R. Tolkien fut élève puis professeur. Du reste, ma chambre avec fenêtre à meneaux évoquait assez bien, pour ceux qui le connaissent, et je suis sûr que parmi les étudiants, ils sont nombreux ici, l'univers du Seigneur des Anneaux. Mais je me souviens en particulier que j'avais reçu un courrier qui m'invitait à venir habillé avec jacket and a black tie, ce que je traduisis littéralement par une veste et une cravate noire. J'ai acheté donc une cravate noire. Je pris l'Eurostar jusqu'à Londres, puis le train jusqu'à Oxford, où mon éditrice anglaise m'attendait et m'a dit, horrifiée, « Mais enfin Bernard, où est ton costume ?» Donc j'ai compris que pour nos chers amis anglais en tout cas, jacket and a black tie, ça veut dire un costume. Pas étonnant qu'on ait le Brexit. Mais bon, revenons à nos moutons, et même à nos moutons électriques, comme aurait pu le dire Philippe Cadic, pour qui, comme vous le savez, les androïdes rêvent de moutons électriques. C'était le titre de cette merveilleuse nouvelle qui a inspiré le premier Blade Runner, puisqu'on va parler d'intelligence artificielle, on en parle déjà du reste, la fameuse IA. Je vous ferai aussi l'économie de la blague, l'intelligence artificielle, c'est le contraire de la bêtise naturelle, mais enfin, je n'ai pas pu m'empêcher de la faire. Et je passerai sur la définition. Vous avez entendu ces deux mots associés tellement de fois ces dernières années que ce serait vous faire offense que de vous la rappeler. Non, ce qui nous intéresse ici, puisque nous nous trouvons, si je ne m'abuse, dans une faculté de droit, c'est en quoi, comme on vient de le voir, l'intelligence artificielle peut et va impacter les règles qui régissent notre vie en société, nos comportements éthiques, nos rapports sociaux et bien entendu nos libertés. Alors je ne suis pas si je suis le plus à même pour parler de cela, étant donné que je ne suis ni un scientifique ni un juriste, mais il se trouve, comme on l'a dit, que j'ai écrit un roman là-dessus et que donc je me suis penché sur le sujet. Et à cette occasion, j'ai découvert à quel point la réalité allait bien au-delà de tout ce que j'avais imaginé, même si, comme vous tous ici, je suis bombardé d'informations sur la question. Et le premier exemple qui me vient à l'esprit sur cette inquiétante réalité future nous vient évidemment de la Chine, véritable laboratoire, comme vous le savez, de la dictature 2.0, qui s'appuie sur ces multinationales du numérique pour bâtir un totalitarisme high-tech. Comme vous le savez, le mot totalitaire, un État totalitaire, c'est un État qui, comme son nom l'indique, décide de tout dans la vie de ses citoyens, tant sur le plan public que privé. Car si les GAFA, par exemple, les GAFAM, puisqu'on va y ajouter Microsoft, collaborent occasionnellement avec le gouvernement américain, leurs pendants chinois, eux, ne prennent aucune décision sans l'aval de Pékin. Vous avez tous entendu parler du fameux crédit social qui est testé dans la plupart des grandes villes chinoises et que Pékin voudrait étendre à l'ensemble du pays en 2020. Ce dispositif note les citoyennes et les citoyens chinois en fonction de leur degré d'honnêteté. Le mot n'ayant évidemment ici rien à voir avec leur intégrité, mais tout à voir avec leur conformité aux lois chinoises. S'ils s'endettent, ou bien s'ils traversent rouge, ils perdent des points. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même 3 millions de caméras qui surveillent la population, rien qu'à Shanghai, et Pékin prévoit d'en installer près de 3 milliards d'ici à 2022. S'ils critiquent le gouvernement chinois, ils perdent encore plus de points. Et cette notation déterminera s'ils ont le droit d'accéder à des postes à responsabilité ou non, s'ils ont le droit de voyager, d'avoir un passeport, d'acquérir un logement, etc.
Bien entendu, d'ores et déjà, une épouse chinoise examine le crédit social de son futur époux avant de s'engager, et vice-versa. Quel rapport avec l'IA? Eh bien, ce dispositif, comme tant d'autres en Chine, est géré par des algorithmes, donc par de l'intelligence artificielle. Idem pour ces caméras qui ciblent la population des grandes villes chinoises à travers la reconnaissance faciale. Il faut savoir qu'une équipe de Berkeley a mis au point dernièrement un logiciel qui est capable d'identifier une personne même quand elle est filmée ou photographiée de dos, grâce à une technique que je ne détaillerai pas parce que franchement je n'y connais pas assez. La machine est à même de reconnaître la personne sans que son visage soit clairement identifiable. En Chine aujourd'hui, comme vous le savez, il faut parfois regarder la caméra pour prendre le métro, pour accéder au campus, pour acheter, pour payer dans certains supermarchés. Il existe même à Pékin des toilettes publiques où pour obtenir 60 cm de papier hygiénique, renouvelable une fois, après it's up to you, il faut présenter son visage à la caméra. Enfin bref, grâce ou à cause de l'intelligence artificielle, les citoyens chinois, et on le sait, sont aujourd'hui fliqués, suivis, scrutés en permanence. Leurs espaces de liberté se réduisent comme peau de chagrin. Vous me direz, ici on n'est pas en Chine, très juste, sauf que c'est du pareil au même ou peu s'en faut. En Europe, aux États-Unis, partout. Pourquoi? À cause de quoi? En cause, là encore, des GAFAM. Facebook, par exemple, 2,5 milliards d'utilisateurs. Quand vous publiez une vidéo ou des photos sur Facebook aujourd'hui, elles sont non seulement stockées et affichées sur votre profil, mais elles sont désormais scrutées, analysées, triées, classées, annotées par des intelligences artificielles. Alors, les plus optimistes, ceux qui estiment que ça n'est pas si grave, nous diront que, vu la masse gigantesque de données, il est impossible d'y distinguer quoi que ce soit. Ça, c'était vrai il y a encore quelques années, quand j'ai écrit une putain d'histoire qui parlait déjà des réseaux sociaux et de la fin de la vie privée. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce au supercalculateur dont on a parlé, par exemple, je songe à Summit, qui est un supercalculateur le plus puissant au monde aujourd'hui. Il a une capacité de... Alors là, je vais citer des chiffres, mais c'est pas grave. Hein, tout le monde sera perdu, mais on s'en fout. Il a une capacité de 200 pétaflops, c'est-à-dire 200 000 billions d'opérations mathématiques par seconde. 1 billion, c'est déjà 1 million de millions. Ça nous fait donc 200 000 millions d'opérations par seconde. Associer ça à l'intelligence de leurs algorithmes, ça permet de trouver des millions d'aiguilles dans des milliards de boîtes de foin. C'est Big Brother. On y est tout un chacun désormais, à partir du moment où il a un téléphone et où il a une connexion Internet, est sous l'œil, est nu sous l'œil de Google, de Facebook et des autres entreprises du numérique et des autres géants du numérique. Et surtout, grâce à leurs milliards d'utilisateurs, ils sont en train d'acquérir une connaissance de l'humanité que personne n'a eue avant eux. Pourquoi? Parce qu'au siècle dernier, les sociologues, les scientifiques, les statisticiens, les philosophes se basaient sur quelques centaines, voire quelques milliers de personnes pour faire leurs études. Quand ils n'échafaudaient pas leurs théories tout simplement à partir de rien, comme certains philosophes de la French Theory, très en vogue dans les campus américains dans les années 70, mais passons. Or, Facebook, c'est non seulement 2,5 milliards d'individus qui livrent leurs états d'âme, leurs goûts, leurs pensées intimes, leurs idées politiques et leurs intentions de vote aussi sur le réseau, mais c'est aussi presque toutes les nationalités, toutes les langues, toutes les cultures, toutes les religions. Vous voyez le tableau, vous voyez les possibilités. Ce n'est pas pour rien que Jack Dorsey, le boss de Twitter, il n'y a pas si longtemps que ça, a décidé de bannir les publicités politiques de son réseau social à 1 an de la prochaine présidentielle. Que se passera-t-il quand ce big data, cette masse de données, tombera dans les mains de politiciens manipulateurs, si tant est que ceci ne soit pas un pléonasme? Mais aussi, que se passe-t-il quand les collecteurs de données sont des organismes de crédit, des supermarchés, on l'a dit, des compagnies d'assurance? Un exemple parmi d'autres, si une femme de 23 ans achète au mois de mars une lotion au beurre de cacao, un sac à main suffisamment grand pour contenir 2 couches, des compléments alimentaires au zinc et au magnésium et une couverture bleu clair, les algorithmes de Target, le 2e plus grand magasin de vente au détail des États-Unis,
estime à 87% les chances qu'elle soit enceinte et accouche à la fin du mois d'août. Que devient la vie privée dans ces conditions? Que devient même la liberté d'agir, de rencontrer des gens, de faire des erreurs et des écarts sans être scruté, jugé, noté, condamné? Il y a donc les problèmes que pose en termes de liberté individuelle une connaissance de plus en plus fine de nos états mentaux, de nos aspirations, de nos habitudes, ainsi qu'une surveillance de plus en plus étroite de nos comportements, un effacement progressif de notre vie privée. Puis il y a le problème de la connaissance elle-même. Le neurobiologiste, philosophe et spécialiste du comportement Henri Laborie a écrit « C'est quand on l'a perdu qu'on comprend ce qu'est la liberté ». C'est vrai, mais il n'y a pas que des prisons avec des barreaux, il y en a de beaucoup plus subtiles, dont il est difficile de s'échapper parce qu'on ne sait pas qu'on y est enfermé. L'une de ces prisons est évidemment l'ignorance, ou en tout cas l'incapacité de discerner le vrai du faux. C'est une prison parce qu'elle nous prive d'une liberté fondamentale, la liberté de choisir en toute connaissance de cause. Or, Mark Twain le disait déjà au XIXe siècle, vous connaissez forcément la phrase, un mensonge a le temps de faire le tour de la terre, le temps que la vérité mette ses chaussures. C'est encore plus vrai aujourd'hui avec le développement des réseaux sociaux sur lesquels une fake news va toucher 6 fois plus de personnes qu'une info authentique. En 1986 déjà, c'est-à-dire à une époque où la plupart des jeunes gens qui sont ici n'étaient même pas encore nés, Milan Kundera écrivait ceci: « Nous ne pouvons imaginer l'avenir sans la montée irrésistible des idées reçues qui, inscrites dans les ordinateurs, propagées par les masses médias, risquent de devenir bientôt une force qui écrasera toute pensée originale et individuelle et étouffera ainsi l'esprit même de la culture européenne. Nous sommes de fait noyés chaque jour dans une masse d'informations, d'opinions, de faits, de mensonges, de vérités et de contre-vérités. Comment, dans ces conditions, être soi-même? Comment penser par soi-même? Comment entendre et écouter cette petite voix intérieure et la distinguer des autres? Comment être sûr de la validité de nos opinions dans un monde où le vrai et le faux, le virtuel et le réel ont le même poids? Car la question centrale est celle de la vérité. Du militant anti-vaccin au tweet de Trump, la vitesse à laquelle se propagent les contre-vérités aujourd'hui et le nombre croissant de personnes qu'elles touchent sont deux questions majeures. Car la santé d'une démocratie dépend du bon niveau d'information, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre évidemment, et de connaissance de ses citoyens. On en voit l'illustration tous les jours. Et je m'aperçois que mon texte est super long, donc on va essayer de raccourcir un peu. Et puis ensuite, il y a aussi ce que font de tout ce data les géants d'Internet. Quelles sont leurs intentions en réalité? Que veulent-ils faire exactement? Elon Musk, par exemple, le fondateur de Tesla et SpaceX, a créé Neuralink, dont le but est de permettre au cerveau de se connecter directement aux ordinateurs sans passer par quelque interface que ce soit. Vous imaginez le truc quand on pourra tout commander par la pensée. Ça va être un bazar infini. Les premiers résultats sont attendus pour 2025. Google a créé Calico, dont le but avoué est de prolonger la vie de plusieurs centaines d'années, voire de tuer la mort, c'est eux qui le disent, grâce évidemment au progrès foudroyant de la biologie, des nanotechnologies, de l'intelligence artificielle. Anthony Lewandowski, ancien ingénieur chez Google, payé 20 millions de dollars par an, a quitté Google pour fonder une église qui est destinée à développer un Dieu basé sur l'IA. Parce que, nous dit-il, s'il existe une chose 1 milliard de fois plus intelligente que l'humain le plus intelligent, comment l'appeler sinon Dieu? Bref, les recherches de ces gens sont de plus en plus transgressives, mais aussi de plus en plus antidémocratiques. Larry Page, par exemple, le cofondateur de Google, dit que les entreprises comme la sienne ont vocation à remplacer les politiques parce qu'elles comprennent mieux le futur que les hommes politiques eux-mêmes. Il existe même un courant de pensée anglo-saxon qui propose de contourner la démocratie parce que pour eux, le monde de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies est devenu trop complexe pour les opinions publiques. Ces géants d'Internet décident en ce moment même du destin des peuples, c'est-à-dire de nos destins, en passant par-dessus les gouvernements, les États, les opinions publiques. Ils dictent leurs lois, ils dessinent le monde de demain sans demander l'avis à quiconque. Quid du droit dans ces conditions? C'est à vous d'y répondre. Moi, je n'ai pas la réponse. Prenez par exemple Facebook. Sur Facebook, vous le savez, on peut trouver des choses totalement mensongères, destinées à influencer des populations dans leurs choix politiques, mais on ne peut pas montrer un saint. Qui a décidé que le tableau L'origine du monde de Gustave Courbet devait être retiré de Facebook? Réponse, une poignée de gens. Les gens de Facebook qui dictent la loi de Facebook.
Sauf que cette loi, qui n'a été édictée par aucun gouvernement, votée par aucun parlement, s'applique à 2,5 milliards de personnes. Enfin, il y a question des données elles-mêmes. Le fameux Big Data dont on a parlé, le carburant de l'IA, des milliers de données collectées, traitées, échangées, vendues chaque seconde. Il ne fait pas doute que les géants de l'Internet détiennent, comme je l'ai dit, infiniment plus de données sur chacun de nous que quiconque en a eu avant eux. Bien plus, par exemple, que Staline n'en avait sur les citoyens de l'ex-Union soviétique ou que la Stasi en avait sur les habitants de l'ancienne Allemagne de l'Est, pour citer deux exemples de nations où la surveillance de la population était massive et systématique. À qui appartiennent ces données? À Google, à Facebook, à ceux qui les fournissent, c'est-à-dire vous et moi, aux États? C'est une question vitale pour nos libertés, bien évidemment. Songez que, par exemple, quand vous faites des requêtes sur Google, quand vous envoyez vos données dans le cloud, quand vous faites un achat sur Amazon, il y a de grandes chances pour que ces données finissent sur les serveurs d'un data center quelque part en Chine. Le pays où il y en a le plus est de très loin. Les Chinois assurent qu'ils ne les récupèrent pas. Qui peut le croire? Comment reprendre le contrôle de ces données? Comment les protéger? Vous connaissez tous en France, évidemment, la loi informatique et liberté et depuis le règlement européen sur la protection des données. Et la CNIL qui est chargée d'appliquer la première. La CNIL n'a prononcé que 2 fois l'amende maximale de 150 000 €. La deuxième fois, c'était contre Facebook. Voilà, 150 000 €, voilà qui est dissuasif. Rappelons que le chiffre d'affaires de Facebook a dépassé les 27 milliards de dollars et celui de Google, les 90 milliards de dollars en 2016. En gros, la sanction prononcée par la CNIL en 2017 représentait 0,005% du bénéfice trimestriel de Facebook. Je vais sauter ce passage, sinon on est encore là demain. Bien sûr, l'IA a plein d'aspects positifs qui vont changer nos vies et qui les changent déjà, à commencer par la médecine. Pensez à votre médecin, par exemple, si compétent soit-il, il ne connaît qu'une infime fraction de la littérature médicale. Les données susceptibles d'être utilisées par lui représentant une masse considérable bien au-delà des capacités de tout cerveau humain. Ne perdez pas de vue non plus que la médecine est un des domaines qui connaît le plus d'innovation, sans parler du petit quart d'heure que votre médecin vous consacre parce qu'il a trop de patients. Combien de fois votre médecin est-il passé à côté d'une information importante pour votre santé? Alors qu'en quelques clics, il pourra bientôt avoir accès à des milliards de données que l'ordinateur se chargera de corréler pour lui et dont la machine tirera des inférences, des diagnostics, des propositions de traitement. C'est ce que Google prépare avec la Google Baseline Study, entre autres. Détection précoce des cancers, des dépressions, des risques cardiovasculaires, médecine au quotidien, l'IA va tout changer. Dans mon roman, on l'a dit, j'imagine un chatbot qui vous connaît mieux que vous connaissez vous-même parce qu'il a accès à vos données médicales, parce qu'il vous suit vos déplacements grâce à votre téléphone, parce qu'il enregistre chacune de vos requêtes sur Internet, parce qu'il écoute votre environnement de manière passive grâce à une enceinte Ming, et aussi parce qu'il vous a soumis à un questionnaire très précis. Et donc, il est capable, comme on l'a dit, de dire mieux que vous quel métier vous devriez exercer, quel sport vous devriez pratiquer, quel régime alimentaire vous devriez suivre, si vous devriez sortir avec Paul ou avec Jacques, avoir des enfants ou pas, faire confiance à un tel, etc. etc. C'est le monde dans lequel nous entrons. Il est déjà là, dans les laboratoires des géants de l'Internet. Mais il pose en termes de droit, et là vous êtes beaucoup plus compétent que moi pour répondre à ça, des questions gigantesques. Bref, je ne suis sans doute pas le premier à vous le dire, je parle là aux étudiants qui sont ici présents. Vous allez exercer demain le droit dans une société, dans un monde qui auront radicalement changé et l'exercer d'une façon radicalement différente de vos aînés. Et dans cette bataille entre les peuples et leur liberté et les géants de l'Internet, la bataille du droit va être une bataille essentielle, centrale. N'oubliez pas, l'individu avant le collectif. C'est ça qu'incarne le droit, comme la littérature, du reste. L'humain avant l'idée, la liberté avant l'idéologie. Chaque fois qu'on a fait passer le collectif avant l'individu, ça a fini par la censure, la dictature, l'inquisition ou le camp de rééducation. C'est le rôle des gens comme vous, d'empêcher que ça arrive. Alors fourbissez vos armes, légales j'entends, et soyez prêts. Et félicitations aux jeunes gens qui vont être distingués ce soir. Profitez-en, bientôt tous les majors de promo seront des intelligences artificielles. Merci.